conscient de ce qu'on fait. Hein. À l'époque où on a cherché à continuer à s'accrocher au fond de la mer, parce qu'on n'avait pas encore inventé le flottant, on a eu des supports par exemple à droite, là vous avez les jambes de la plateforme de Troll en Norvège, qui était faite en béton. Les Norvégiens, pour différentes raisons, adoraient le béton. C'est aussi haut que la Tour Eiffel, en structure béton. Et on va poser ça au fond de la mer par derrière. Il faut l'avoir construit dans un fjord et ensuite le transporter en mer. C'est extraordinaire. C'est malheureusement extrêmement difficile à démanteler une fois que c'était construit, sauf de le détruire et de laisser tomber tout ça au fond de la mer. Vous pouvez l'imaginer. Donc il y a une course aussi au gigantisme sur lequel il a fallu apprendre aussi à raisonner. Faire des choses parfois plus imaginatives, par exemple dans le domaine du flottant, résoudre des problèmes, faire face aux icebergs par exemple, c'est un sacré sujet. Pour nous qui aujourd'hui essayons de développer des champs de gaz dans la mer de Barents avec les Russes, le champ de Stockman, une zone libre de glace, mais susceptible effectivement de pas mal de mouvements d'icebergs qui sont souvent 1 million de tonnes de glace qui se baladent et qui dérivent. Bah, si ça passe sur le chemin de votre plateforme, il vaut mieux l'avoir prévu aussi. Alors on a différentes façons d'imaginer de protéger la plateforme si c'est des petits icebergs, de la renforcer, d'imaginer qu'on va remorquer les icebergs pour dévier leur route. On sait faire aussi ce genre de choses, ou carrément d'avoir des supports flottants déconnectables si effectivement une menace trop importante apparaît. Aujourd'hui, c'est par exemple, je pense, on est les premiers à référencer cette technologie dans le golfe du Mexique pour essayer de faire face aux ouragans extrêmement impressionnants. On aura probablement de plus en plus, enfin pour l'instant c'est le premier là, qui vient d'être autorisé par les autorités américaines, de FPSO déconnectables pour faire face aux ouragans. Il faut résoudre des tas de problèmes. Par exemple ici, un sujet qui est la capacité de levage. Tous ceux qui ont travaillé en mer savent que ça coûte extrêmement cher de travailler en mer, d'amener des gens, de pouvoir les héberger, d'organiser le travail alors qu'il y a peu d'espace. Et donc la meilleure façon de travailler en mer, c'est de construire à terre et ensuite de transporter tout en mer. Il a fallu par exemple résoudre un problème qui était celui des capacités de levage. Pendant très longtemps, les capacités de levage étaient limitées à quelques milliers de tonnes. Le jour où on a su faire avec des grues flottantes lever 10 000 tonnes et aujourd'hui on saurait lever 25 000 tonnes en mer, bien sûr on a résolu toute une série de problèmes. Là aussi c'est dans la course au gigantisme, mais c'était important à résoudre. Savoir industrialiser aussi ce que vous faites. La première fois qu'on a construit un navire flottant qui était capable non seulement de récupérer du brut, de le stocker, mais aussi de le processer, de séparer le gaz, de recomprimer le gaz, de générer l'électricité, d'expédier tout ça. C'était une véritable usine flottante. On a tout fait d'ailleurs, on les a construites en acier, en béton. On a des supports flottants en béton également, avant quand même de faire quelques bons choix et d'industrialiser tout ça. Si vous voulez maîtriser vos coûts, vous avez tout intérêt à choisir de bons schémas, ensuite savoir les répliquer et les industrialiser. C'est la seule façon avec laquelle vous saurez ensuite être compétitif. Voilà, ceci pour illustrer quand même quelques éléments d'expérience qui sont importantes, parce que notre idée de base est que, quoi qu'il arrive, dans ce qui va arriver avec les énergies marines dont je vais vous parler maintenant, va falloir aussi se poser des questions analogues, même si ça sera sur des éléments de moindre taille. Je propose un petit tour de piste des quelques énergies marines qu'on a pu regarder, l'éolien, l'énergie thermique, les courants et les marées, les vagues et les algues, mais plutôt à la méthode impressionniste, pour vous donner quelques points de repère sur les questions qui se posent, et soit les contradictions auxquelles on arrive, soit les espoirs qu'on peut avoir de faire avancer le sujet. Alors l'énergie éolienne, elle a déjà un immense avantage de l'énergie éolienne, je la présente à travers ce graphe-là, il a été possible de développer ces dernières années des éoliennes de plus en plus impressionnantes par la taille de leur mât et par la taille de par le diamètre de leur rotor. Et aujourd'hui, on est déjà capable de fabriquer des éoliennes de puissance unitaire 5 MW crête, et on saurait difficilement en installer des plus grosses à terre pour des tas de raisons logistiques. En mer, éventuellement jusqu'à 10 MW crête, c'est quand même 160 mètres de hauteur de mât et 160 mètres de hauteur de diamètre de rotor. Donc c'est plus haut que la Tour Eiffel, pour vous donner une idée de la taille de l'installation. Mais ça donne 10 MW crête de capacité unitaire, et ça fait quand même, ça commence à créer quelque intérêt. À partir de là, on se dit aussi qu'il y a des meilleures conditions de vent en mer qu'en terre, c'est intéressant. A priori, moins de problèmes d'acceptabilité sur les questions paysagères, insertion paysagère. On croyait, je vais y revenir dans un instant, il y a quand même pas mal de stakeholders, parties prenantes en mer, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et puis, au-delà de ça, on s'est dit aussi qu'il y a des synergies évidentes. Si dans la même zone, on est capable de travailler à la fois sur nos plateformes et puis sur l'éolien offshore, il y a des synergies dans les services offshore sur lesquels on peut travailler.
Bon, il y a des problèmes néanmoins, hein, et il y en a quelques-uns. D'abord, en fait, que l'énergie que vous produisez à partir de là, elle n'est pas très très bien valorisée parce qu'elle est totalement erratique, comme l'est l'éolien. Vous ne pouvez pas prévoir quand est-ce qu'il y aura du vent. Et ça, l'électricien, de toute façon, vous ne le payera jamais très cher à cause de ça, même si pour l'instant, les pouvoirs publics vous aident avec des prix subventionnés pour ce faire. Tout dépend des conditions du shelf, c'est-à-dire à quelle profondeur d'eau est-ce que vous êtes. Il y a, quand on regarde par exemple la situation européenne, une situation exceptionnelle, qui est le Danemark, avec de très bonnes conditions de vent et effectivement une faible profondeur d'eau, 20 mètres de profondeur d'eau, en plus une très bonne acceptabilité par les Danois de ce type d'équipement. Malheureusement, on ne retrouve pas ça du tout, certainement pas en France, ni même au Royaume-Uni. Et effectivement, ces conditions extrêmement favorables ne sont pas valides partout, donc c'est très quand même contingent à ce que vous trouvez. Les services offshore, ça coûte extrêmement cher et donc il faut savoir les maîtriser. Il y a des cas dans lesquels ça n'existe quasiment pas, en tout cas localement. Imaginez d'aller développer une ferme éolienne en Méditerranée, on est aujourd'hui à Marseille, désolé, mais il n'y a pas de service offshore qui travaille pour l'industrie pétrolière en Méditerranée parce que on n'a pas développé ce business, on n'a pas trouvé de gisement de pétrole et de gaz. Donc c'est plus facile à faire en mer du Nord, c'est beaucoup plus compliqué en Méditerranée et ça va vous coûter plus cher. Et puis si chaque fois qu'une éolienne tombe en panne, on va devoir mobiliser 6 mois plus tard un appareil pour la remettre en route, personne ne va vraiment aimer. Donc ça, c'est aussi des problèmes qu'il faut savoir anticiper. Je disais tout à l'heure que les parties prenantes en mer, on a l'impression qu'il n'y en a pas. On se trompe. Il y a des bateaux qui circulent, il y a des pêcheurs qui se préoccupent des zones dans lesquelles vous voulez implanter vos éoliennes. Il y a la Marine nationale qui adore faire les manœuvres aux endroits dans lesquels vous avez envie de mettre vos éoliennes. Il y a les baigneurs qui, sur le bord des plages, vous disent que tant qu'on voit quelque chose à leur ligne d'horizon, ça leur est plus désagréable effectivement de venir se baigner là. Et c'est important, je veux dire, même sur les plages de Belgique à Zeebrugge, les baigneurs sont très sensibles à la ligne d'horizon, qu'on ne veut absolument pas voir se déformer par quoi que ce soit qui puisse apparaître à l'horizon. Pour les machines dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles avaient 160 mètres de hauteur de mât et 160 mètres de diamètre de rotor, vous imaginez à quelle distance de la côte il faut vous placer, c'est au-delà des 15 km. Et puis bien sûr, tout ça fait que ça va coûter plus cher que d'en installer à terre. En fait, quelque part, notre expérience nous a montré 1,5 à 2 fois plus cher qu'à terre, et pour l'instant, sans avoir trouvé la façon de réduire ses coûts. Bon, résultat, Total s'est frotté pour l'instant sur 3 projets éoliens offshore, Zeebrugge, Port-la-Nouvelle, Dunkerque, et dans les 3 cas, on a échoué pour des questions qui tiennent soit à la politique, soit au comportement des parties prenantes locales, soit aux problèmes de contraintes que les uns les autres nous ont induites, soit à la complète passivité des autorités pour nous supporter dans ce type de projet. Et donc Total a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, nous on a autre chose à faire, et pour l'instant on va s'intéresser à autre chose que de l'offshore éolien. Ça a l'air un peu compliqué de faire tenir debout ce type de projet et de pouvoir assurer des conditions dans lesquelles on en fait un business model crédible. Et donc pour l'instant nous ne sommes plus dans l'offshore éolien.